Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à nos côtés pour cette soirée de questions-réponses et d'informations autour de la facturation électronique. On va se laisser quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Et le temps de vous donner quelques informations de contexte et nous présenter, je vous propose déjà d'utiliser l'onglet Discussion du webinaire pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, dans quel domaine vous travaillez. N'hésitez vraiment pas. Est-ce que vous avez un comptable? Est-ce que vous vous occupez en autonomie de votre administratif? Donc, n'hésitez surtout pas à échanger avec nous sur l'onglet chat, discussion du webinaire, qu'on en sache un peu plus sur qui vous êtes et ce qui vous amène à nous rejoindre aujourd'hui. Et puis, il y a un second onglet qui s'appelle questions et réponses. Donc, tous ces onglets se trouvent dans le bas de votre écran, a priori, si vous avez la même, en tout cas, configuration que moi. Et dans l'onglet questions-réponses, on va vous inviter à y inscrire toutes vos questions. Et je vais vous donner quelques mots d'introduction. Alors, moi, je ne vois rien du tout dans la discussion du webinaire. Et toi, Eric? Non plus, non, je vois Ne rien. soyez pas timide, échangez avec nous. Voilà, donc moi, je m'appelle Manueline, je serai l'animatrice de cette soirée. Cette soirée peut exister grâce au soutien du syndicat neutre pour indépendants, le SNI, qui a organisé toute une série de sessions sur la facturation électronique, notamment un webinaire que vous pouvez revoir en replay via le site du SNI. Bonsoir à tous. Et vous pouvez également, nous pouvons remercier Digital Wallonia qui soutient ce moment de questions-réponses, l'Agence du numérique, et nous avons également le soutien de la Wallonie. Et puis surtout, pour une soirée de questions-réponses autour d'un sujet tel que la facturation électronique, on a surtout besoin d'un bon expert à nos côtés. On ne compte plus le nombre de webinaires qu'il a donné, de sessions de questions-réponses depuis déjà un an. C'est Éric Bertrand qui est avec nous ce soir et je vais lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Voilà, donc Eric Bertrand, donc je suis informaticien de gestion. Donc informaticien de gestion, c'est un métier qui consiste à mettre en place des outils informatiques visant à aider en fait toutes les personnes qui font de la gestion commerciale ou de la comptabilité, donc tout ce qui est en rapport avec le secteur du chiffre, donc c'est de l'informatique du chiffre. Et donc, on a beaucoup de comptables, experts comptables, réviseurs, des entrepreneurs, des TPE, des grosses entreprises comme clients. Et donc, voilà, on est capable chez nous de répondre à beaucoup, beaucoup de cas de figure de gestion et de comptabilité. Et donc, ça fait voilà, nombreuses années que je fais ce métier et je suis normalement capable de répondre à toutes vos questions. Donc, informatique technique, mais également business, commercial, juridique, comptable, tout en voilà, me limitant à, voilà, certaines, certains éléments pour vous renvoyer parfois vers des spécialistes hein, pour répondre à des questions en dehors voilà, en dehors de l'informatique. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, présenter vos cas d'usage, indiquer le logiciel que vous utilisez, éventuellement les difficultés que vous rencontrez. Et aussi, en plus, vous bénéficierez en fait de l'envoi d'un PDF avec de nombreuses réponses à beaucoup de questions qui m'ont été posées et que j'ai été compilées dans ce fichier. Il y a également des liens de vidéos explicatives, ce genre de choses-là. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont pouvoir vous être transmises à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors, avant de répondre aux premières questions, hein, merci Nicole et Caroline de lancer les débats. N'hésitez pas dans le chat, dans la discussion, à nous expliquer quel est votre métier. Comme le disait Eric, est-ce que vous avez déjà choisi une plateforme, un logiciel pour vous connecter à PayPal ou pas du tout? Est-ce que vous travaillez aux côtés d'un comptable? Ou est-ce que vous vous occupez en autonomie
de votre comptabilité, n'hésitez pas à nous en dire plus, qu'on puisse vraiment enrichir les échanges et faire du sur-mesure, parce que ce soir, on est en petit comité et ça va vraiment nous permettre de répondre très précisément à toutes vos interrogations. Donc là, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment de visibilité sur qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez déjà la facturation électronique? Est-ce que c'est tout à fait nouveau? Jusqu'où pouvons-nous, avec Eric, vous amener du détail et alimenter les échanges? Donc vraiment, n'hésitez pas. On peut déjà peut-être reclarifier qui est concerné par la facturation via PayPal et on a déjà les termes régime de la franchise qui sort Oui. en question. Voilà, donc, donc la facturation électronique par le réseau PayPal, donc imposée par la Commission européenne et d'application pour la Belgique à partir du 1er janvier 2026, donc sont concernés les échanges de factures électroniques entre assujettis TVA du Royaume de Belgique. Hein. Donc ça concerne les assujettis TVA donc belges. Donc l'obligation concerne donc un envoi ou une réception de facture, donc dans les deux sens, obligatoire pour des entités, personnes physiques ou entreprises, qui sont assujetties à la TVA. À l'exception des articles 44, donc c'est une exception TVA, comme par exemple pour les dentistes. Hein, je vois Nicole Frère qui nous a mis voilà une petite information pour spécifier son métier. Et donc, pour tous les métiers médicaux, paramédicaux qui sont visés par l'exception de l'article 44, pour les prestations dites thérapeutiques, eh bien, tous ces cas de figure, en fait, sont exemptés de la facturation et donc de la facturation électronique, donc de la déclaration TVA, de la facturation électronique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dentiste et qu'on réalise des prestations en rapport avec du thérapeutique, qui est cadré hein, par le code TVA, eh bien, dans ce cas, même si on effectuait ces prestations pour un assujetti TVA et qu'il demanderait une facture, eh bien, on n'est pas tenu de la transmettre par le législateur, donc hein, on n'est pas tenu de la transmettre par le réseau PayPal, et on n'est pas tenu non plus de recevoir ces factures pour ces fournitures, pour les prestations dites thérapeutiques. Par contre, pour ces prestations hors prestations thérapeutiques, donc je fais par exemple allusion à la vente de sa voiture de société, eh bien elle doit passer par le réseau PayPal. Ou si je réalise des prestations de formation pour des confrères, lesquels ces confrères voudraient également avoir une facture hein, pour justifier des frais que représentent et déduire ces frais que représentent donc ces prestations de formation, eh bien, elles devront passer par le réseau PayPal parce que dans le code TVA, bien, ces prestations ne sont pas reconnues comme étant des prestations thérapeutiques. Donc, en conclusion, pour ceux qui sont au régime de la franchise, ils sont concernés. Pour ceux qui sont exemptés par l'article 44 pour le médical, ils ne sont pas concernés tant que ce ne sont que des prestations thérapeutiques, donc on en sort rapidement. Et donc je dirais que dans tous les cas de figure, c'est mieux d'être sur le réseau PayPal si eh bien, on est exempté par l'article 44. Par contre, ceux qui sont au régime de la franchise et qui sont assujettis, c'est obligatoire. Et c'est obligatoire même si vous n'émettez pas de facture, si vous ne faites que des ventes comptoirs, des ventes caisses. Par contre, vous devez quand même être présent sur le réseau pour être en capacité de recevoir ces factures par le réseau PayPal. Donc, vous êtes franchisé, mais vous n'émettez que des ventes B2C, donc des ventes donc à des particuliers. Eh bien, certes, vous n'émettrez pas de facture sur le réseau PayPal. Par contre, vous devrez être en capacité de recevoir des factures sur le réseau PayPal pour vos fournisseurs qui devront vous envoyer des factures, comme par exemple les factures d'électricité, les factures d'eau, les factures de fourniture ou les factures de marchandises que vous recevrez, ou les factures de sous-traitants que vous recevrez. Donc, voilà, tout le Je cadre vais, d'application. je vais rebondir, Eric, sur la fin de ton explication par rapport à la question de Nicole, qui nous dit que jusqu'à présent, tout le monde la trouve bien sur PayPal et elle reçoit déjà toute une série de factures d'achat sur PayPal, mais elle a, voilà, elle se questionne qu'est-ce qui se passe si une société
ne me trouve pas, n'arrive pas à me l'envoyer par ce canal. Oui, donc je vais avoir une réponse en deux parties. Donc sur l'aspect juridique et puis sur l'aspect technique et pratique, sur comment faire et comment réagir par rapport à un cas de figure comme celui-là. Donc sur les aspects juridiques, donc il y a eu un arrêté royal de mise en application du 8 juillet 2025, donc pour la mise en application au 1er janvier 2026, et qui reprend les fameuses amendes dont on a déjà entendu parler. Hein, donc ils ont fait un copier-coller des amendes pour les dépôts tardifs de déclaration TVA, donc 1500 première infraction, 3000 deuxième, 5000 ainsi de suite et d'autres voilà, et d'autres éventuelles sanctions. Donc, ces infractions doivent être constatées de 3 mois en 3 mois. Et donc, la question est de savoir, mais est-ce que si j'ai un problème avec une facture et que je suis obligé de l'envoyer par un autre moyen, ou au contraire, si je reçois exceptionnellement une facture alors qu'elle devrait passer par le réseau PayPal, est-ce que je vais quand même avoir une amende? Alors, euh, il y a plusieurs réponses à ça. Donc, en fait, la première, c'est que il y a une tolérance pour l'application de ces amendes pour les 3 premiers mois, donc 2026. Donc, on est encore dedans, pour peu qu'on démontre qu'on ait entamé des démarches visant à se mettre en conformité. Donc, ben, l'idéal, c'est déjà de s'inscrire sur le réseau PayPal à travers une application. Donc, c'est un logiciel, hein, une plateforme web ou une application que vous choisirez qui vous permettra de vous connecter au réseau. Donc, vous n'avez pas une démarche indépendante à réaliser sur le site de, par exemple, PayPal, ou sur je ne sais quelle plateforme. Vous choisissez le logiciel et c'est le logiciel qui vous connecte, en fait. À un moment où vous choisissez, par exemple, pour le secteur médical, paramédical, on a beaucoup de gens qui utilisent Dockel, hein, qui est gratuit en réception. Eh bien, Dockel, vous devrez créer un compte, vous identifier. Une fois que vous serez sur la plateforme, c'est ce logiciel sur lequel vous devrez aller, cette plateforme sur laquelle vous devrez aller, qui a une fonction qui vous permet de vous connecter au réseau PayPal. Donc, quand vous êtes connecté sur Dockel, vous allez sur les fonctions PayPal et c'est donc Dockel qui vous connecte au réseau PayPal. Donc, une fois qu'on a réalisé ces démarches d'identification, ben donc on est, je vais dire, couvert pour cette période de tolérance, un des 3 mois, je vais dire, mis en force par l'administration pour le moment. Hein. Donc, c'est publié sur le site du SPF et e-facturation, hein, FGov, donc, dont on vous donnera les liens, hein, qui annoncent des informations régulièrement sur l'évolution de la facturation électronique, des informations officielles. Hein. Après, vous aurez des difficultés, en fait, il y a des difficultés en fait pour l'administration pour le moment pour justifier de l'application de ces amendes. Donc en fait, il y a des circulaires qui doivent encore être publiées, qui sont publiées régulièrement en administration pour les fonctionnaires. Dans quel cas est-ce qu'on applique les amendes ou pas? Et donc, si on n'arrive pas à émettre une facture vers un tiers et que ce tiers n'est pas sur le réseau PayPal, ce n'est pas votre responsabilité. Si vous devez absolument émettre cette facture vers un assujetti TVA alors que vous-même vous êtes assujetti TVA et que ce tiers n'est pas sur PayPal, c'est lui qui est en infraction, pas vous qui émettez une facture. Et donc, s'il est en infraction, qui n'est pas présent sur le réseau PayPal, vous avez le loisir de lui envoyer par n'importe quel autre moyen. Vous pouvez l'envoyer par email, l'imprimer dans la main propre ou par la poste, comme vous le souhaitez, mais cette facture est éligible. Et donc, si d'un autre côté, vous avez une facture qui ne vous arrive pas par le réseau PayPal, alors que vous êtes bien présent sur le réseau et que vous êtes en conformité, si un tiers ne le fait pas correctement, à nouveau, vous n'êtes pas responsable d'une éventuelle infraction que commettrait un tiers. Vous n'êtes pas responsable, dit autrement, d'un excès de vitesse que votre voisin commettrait sur l'autoroute. Donc c'est la même chose en fait. Hein. C'est un tiers pour lequel vous êtes certes en échange d'informations, donc et en échange de documents administratifs, mais si cette personne n'est pas sur le réseau ou ne vous envoie pas une facture en conformité avec l'envoi de la facturation électronique par le réseau PayPal d'application depuis le 1er janvier 2026, dans ce cas, vous n'êtes pas non plus responsable de ces éventuelles erreurs ou infractions.
Euh, Au-delà de cela, ça me permet d'embrayer en fait sur des questions législatives plus larges, à savoir que toutes les autres règles en rapport avec la facturation restent d'application. Donc, l'éligibilité d'une créance, le retard de paiement, délai de paiement, intérêt de retard, clause pénale, méthode de recouvrement, tout ça, ça reste parfaitement d'application, hein. Donc, si vous recevez une facture et qu'on vous l'envoie par la poste, alors qu'on aurait dû vous l'envoyer par le réseau PayPal, la facture est éligible et cette facture que vous recevez par la poste est l'original. C'est la facture originale opposable au tiers, hein. Et celle-là, vous êtes tenu donc de la régler pour que vous ayez bénéficié des produits ou services, hein, qu'elle revendique, hein, pour lesquels vous auriez donc reçu cette créance. À partir de ce moment-là, vous êtes tenu de la régler dans les délais pour lesquels vous avez passé cette commande, je veux dire, hein, les clauses pénales, les intérêts, les conditions générales restent parfaitement éligibles. Donc, Eric, si je résume tout cela, Allons-y. tout ce qu'on a échangé depuis le début, puisqu'on a Giuseppe qui nous repose à nouveau une question, est-ce que dans son cas, il est concerné par PayPal? Je suis assujettie à la TVA, j'ai un numéro de TVA, je suis en Belgique, ce numéro de TVA est belge, je suis concernée depuis déjà un mois et demi par Voilà. ce sujet. Si vous êtes courtier en assurance, installé en Belgique avec un numéro de TVA belge, oui, vous êtes concerné. Oui, alors je vais quand même mettre une nuance sur le secteur des assurances, parce que donc en fait tout le monde n'est pas assujetti à la TVA, donc il est D'accord. possible de ne pas être assujetti à la TVA dans le secteur assurance, et dans ce cas-là, on n'est pas obligé, sauf que toutes les compagnies ont compris l'intérêt, et donc se sont toutes précipitées sur l'outil, et donc maintenant on reçoit tous ces avis d'échéance par PayPal. Et ils sont évidemment bien plus facilement, bien plus rapidement traités, c'est-à-dire que ça rentre dans les comptabilités et ça passe au paiement plus rapidement. Et donc, les compagnies d'assurance avaient bien entendu tout à fait intérêt à être présentes sur le réseau, ce qui est évidemment bien plus confortable aussi parce que ça évite de devoir se connecter sur le portail de sa compagnie d'assurance, aller télécharger sa quittance pour pouvoir la mettre à disposition au comptable qui, lui, a besoin de cette information pour pouvoir déduire la charge, hein. Donc, ça facilite vraiment le travail. Donc, à nouveau, dans mes propos, vous entendez, c'est récurrent. En fait, on a plus facile à être présent sur le réseau PayPal, même si ce n'est pas tout à fait obligatoire dans son cas. On a le cas des articles 44, évidemment qu'il faut le faire, hein. C'est une vraie bonne idée, quoi. Si on est sous régime de la franchise, ça ne change rien puisqu'on a un numéro de TVA, donc on Oui. est concerné par PayPal. Obligatoire. Voilà, et l'exception, c'est l'article 44, les métiers thérapeutiques dans le domaine de la santé. Et uniquement les prestations thérapeutiques pour ces métiers donc de la santé, hein. Donc, si donc une profession libérale, je veux dire, on prenait le cas du dentiste, réalise des prestations autres que une vente de produits autres que du thérapeutique, et cette nomenclature thérapeutique est cadrée, hein, dans le code TVA, donc il y a certaines choses qui font partie du thérapeutique, d'autres non. Les formations, par exemple, n'en font pas partie, et là, on doit absolument passer par le réseau PayPal. Donc l'exception n'est pas totale parce qu'on est donc, par exemple, dentiste, on n'est pas exempté dans tous les cas. Ce n'est pas vrai, hein. Donc ça, il faut rester dans le cadre de prestations dites thérapeutiques. Donc c'est une exception restreinte qui nous amène à la conclusion que malgré tout, même si on est donc dans le secteur médical, c'est mieux d'être présent sur le réseau PayPal aussi par facilité. Alors, Caroline, il y a deux questions dans la vôtre. D'une part, le fait que vous êtes aujourd'hui indépendante au Luxembourg. Ça va arriver au Luxembourg, Eric. C'est parce qu'en Belgique, on joue les premiers de classe. Mais Absolument. autant s'y préparer aussi si on Absolument. travaille au Luxembourg, en France, dans les pays limitrophes. Tout à fait exact, hein. Donc, pour rappel, c'est un projet d'obligation européenne. Donc, et je vais aller plus loin. Donc, en fait, le réseau donc, PayPal est mondial. Donc, on retrouve des abonnés sur le réseau PayPal partout dans le monde occidental, je vais dire. Donc, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis et j'en passe. Cela étant, la Commission européenne et PayPal est européen. Alors, le siège, en fait, hein, de l'entité qui s'occupe de ça est à Bruxelles. Et donc, cette entité a été mise en place sous l'impulsion de la Commission européenne depuis 2012.
Et donc, tous les États membres de la CEE, donc les 27, devront être présents sur, en tout cas tous les assujettis des 27 pays devront être sur le réseau PayPal pour le 31 du 12 2029. Donc tous les assujettis européens donc de la CEE seront présents sur le réseau donc PayPal pour le 31 du 12 2029. Et donc la transposition de cette directive européenne doit avoir lieu progressivement dans tous les pays, donc depuis le 1er janvier 2026, pour les Belges en particulier, première classe effectivement, et on avance sur tous les autres pays, donc jusqu'au 31 du 12 2029 au plus tard. Et donc on a déjà certaines catégories d'entreprises au 1er juillet qui vont embrayer pour la France. On a l'Italie qui a déjà commencé pour certaines catégories d'entreprises depuis le 1er janvier avec nous. Mais effectivement, on est les premiers de classe et ça va suivre donc au 1er janvier 2027 où tous les Français y seront et où on aura les Allemands également. Enfin voilà, donc voilà, les grosses entités économiques européennes vont être au taquet dès 2027. Hein, donc ça va s'enchaîner rapidement, quoi. Ok. Alors pour la deuxième question de Caroline, je ne sais pas du tout comment faire. Je débarque dans ce sujet. Comment ça se passe? Peut-être pour reprendre ce qu'Éric nous expliquait tout à l'heure. Donc, PayPal n'est pas le nom d'une plateforme en tant que telle, n'est pas le nom d'un logiciel, d'un site web. PayPal est dans le cloud, dans ces fameux nuages virtuels. Et pour s'y connecter, vous avez besoin de choisir un logiciel, un petit peu comme votre adresse email. Pour pouvoir aller lire vos emails, vous allez devoir choisir un programme qui va vous permettre d'aller lire vos mails. Et nous, on ne va pas pouvoir aujourd'hui vous dire, vous devez choisir ce programme ou celui-ci, puisqu'il en existe pas mal. On peut peut-être partager, Eric, la liste de tout ce qui existe comme plateforme. Mais par exemple, Nicole, dans votre question, voilà, vous êtes sur Dockle. Une société avec laquelle vous travaillez est sur Odoo. Donc voilà déjà deux noms que vous découvrez de plateformes. On n'a pas besoin d'être déjà sur la même plateforme, Eric, hein, pour communiquer entre nous. Oui, Par contre, tu nous avais dit, attention pour ceux et celles qui ont un comptable. Donc, par exemple, Caroline, vous travaillez avec un comptable. Alors, Eric, qu'est-ce que tu nous conseilles dans toutes ces questions autour des plateformes, la compatibilité entre ces plateformes? Comment oui. vous trouvez dans ce paysage? C'est ça. Donc en fait, il faut jeter son dévolu sur la solution qui vous est adaptée dans votre cas d'usage. Donc il y a énormément de solutions et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre par exemple Odoo alors qu'on a peut-être juste besoin de Docker ou inversement. Ah, donc je donne deux exemples diamétralement opposés en réalité, mais qui sont dans des univers et dans des démarches en fait de digitalisation autour de la facturation électronique qui sont quand même fort différents. Et donc, en fait, pour arriver à se donner des moyens pour s'y retrouver dans ce dédale de possibilités, eh bien, je vous propose en fait le 3x3. Et le 3x3, c'est trois types, trois grandes catégories de logiciels et trois grandes catégories d'interlocuteurs avec lesquels vous pouvez changer pour ne pas vous tromper. Et donc, les trois catégories de logiciels, ce sont les plateformes web, les logiciels de base comme Docker on a parlé. La deuxième catégorie, ce sont les logiciels intégrés au comptable, donc Winbooks, Bob, Horus, qui ont également, et d'autres, Octopus et bien d'autres encore, qui ont des logiciels dédiés aux clients des fiduciaires avec une intégration forte avec le logiciel principal qui est dans la comptabilité. Et puis la troisième catégorie, c'est les ERP, les gros logiciels de gestion comme Odoo. Et donc, les trois interlocuteurs, dans le premier cas, les plateformes web, eh bien, ce sera par exemple le SNI ou alors vos collègues qui ont des expériences ou des discussions comme on peut en avoir ici sur, ben, tiens, vous êtes dans du paramédical, vous n'êtes pas obligé d'être dessus, mais c'est mieux d'y être, eh bien, Docker, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est les informations que vous pouvez avoir à travers ben, voilà, les contacts socio-économiques, je vais dire, que vous pourriez avoir autour de ce sujet. Premier interlocuteur. Deuxième interlocuteur, mais c'est certainement votre comptable ou expert comptable qui vous dira, oui, attention, nous, on utilise par exemple Horus Software, le top du top, c'est que vous utilisiez Falco. Et puis, après, quand est-ce qu'on peut dire que c'est nécessaire d'avoir un ERP? Eh bien, oui, mais bon, c'est bien beau Falco, par exemple, mais le problème, c'est que dans mon métier, je gère les assurances, je gère
je suis distributeur de boissons, je suis spécialisé dans la vente et la construction de bâtiments, eh bien là, il faudra un logiciel plutôt spécialisé, et donc il y aura peut-être ou Odoo, ou Virtuosa pour le bâtiment, ou peut-être Astral Software pour les distributeurs de boissons, et d'autres encore. Donc là, à ce moment-là, il faudra pour la troisième catégorie vous tourner vers des informaticiens de gestion comme nous. Donc, trois catégories de plateformes, du web, des applicatifs pour les comptables, des ERP. Pour le web, discutez avec vos collègues, discutez avec votre entourage, discutez avec vos fédérations. Pour les applicatifs comptables, discutez avec vos comptables. Et pour les ERP et les applicatifs de gestion commerciale, gestion de production et compagnie, discutez avec des informaticiens de gestion. Et tout ça, ça va vous permettre de vous y retrouver. Alors, par exemple, hein, j'ai cité hein, des cas de métier comme le bâtiment, ce genre de choses-là, mais si on me dit, tiens, oui, mais mon comptable utilise Horus et il me propose d'utiliser Falco, et je suis consultant, je fais 12 factures par an de prestations, est-ce que Falco fonctionne? Oui. La réponse est oui, c'est un cas facile à traiter, et c'est mieux d'utiliser Falco parce que vous aurez un échange plus intégré avec votre comptable. Alors certes, Docker ou Bilit ou Bill2Box, qui sont des plateformes web indépendantes, pourraient très bien fonctionner aussi, mais avoir l'applicatif intégré à son comptable, eh bien, c'est peut-être mieux. Par contre, vous allez avoir des gens qui font leur comptabilité eux-mêmes et qui ont leur petit programme de compta, comme Accountable par exemple, et donc, dans ce cas, eh bien, on va leur proposer de faire une intégration donc avec Accountable de la facturation électronique avec PayPal. Mais d'autres vont aussi avoir un petit programme de compta ou faire même leur compta de déclaration avec même Excel et ce genre de choses. Voilà, genre de choses. Et bien, dans ce cas, on va leur dire, bah, allez sur la plateforme web avec Bilit, Bill2Box ou même Docker pour la partie intégration à PayPal. Quoi. Donc, ce qui est déterminant, c'est pour moi, pour pouvoir vous aider si vous avez des cas particuliers, c'est de m'indiquer le métier que vous faites. Ça peut m'aider beaucoup pour vous guider. Quoi. On a une question intéressante de Nicole. Tu as mentionné tout à l'heure, Eric, tous les opérateurs eau, téléphonie, gaz, Oui. électricité, etc. Et Nicole nous dit, moi, je déduis une partie de ces factures en professionnel, mais mes abonnements sont privés. Et OK. est-ce que je vais recevoir, est-ce que je peux demander ou pas de les recevoir via PayPal, même si ce sont des factures privées que je déduis en partie? Alors, donc, on va parler de deux choses. C'est le passage. Qu'est-ce qui fait qu'une facture devient privée ou professionnelle? On imagine une personne physique, un indépendant, et on peut aller dans un magasin acheter des produits à titre privé ou acheter des produits à titre professionnel. Et donc, le deuxième aspect, c'est qu'est-ce que je déduis et comment est-ce que je fais pour déduire quand je suis dans un cas ou dans l'autre. Et donc, le premier élément, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est sur une facture professionnelle ou privée? C'est le numéro de TVA sur la facture. Est-ce qu'on a imposé sur la facture? Est-ce que dans la facture PayPal, on a indiqué à son commerçant, eh bien voilà, je souhaite une facture avec tel numéro de TVA. Dans ce cas, à partir du moment où on passe sur donc, une facture assujettie à la TVA, eh bien là, on est sur une facture professionnelle qui doit passer sur PayPal, qui doit être présente sur votre déclaration TVA. Et ensuite, vous avez la question de la déductibilité qui va se poser avec éventuellement une dépense non admise. Cette facture, elle, elle va rentrer dans votre comptabilité. Peut-être que cette facture d'électricité concerne votre domicile. Dans votre domicile, vous avez une partie professionnelle, une partie privée, mais l'entièreté de la facture est envoyée en tant que professionnel sur ce numéro de TVA. Et dans ce cas, l'entièreté de la facture devrait être présente sur la déclaration de TVA, même si une partie sera rejetée en dépenses non admises, si bien que la partie professionnelle sera déduite au prorata ou à due concurrence de la partie professionnelle à voir avec le comptable, si c'est 5%, 10%, 20%, 50%, ça dépendra de l'occupation des lieux en mètres carrés par exemple, hein, il y a d'autres critères éventuellement. Après, vous avez le cas inverse, donc, où vous allez recevoir cette facture d'électricité non assujettie à la TVA, et donc là, c'est monsieur ou madame qui la reçoit en tant que privé.
Et là, vous pouvez utiliser cette facture comme note de frais où vous allez récupérer ou vous proposer une partie de cette facture comme étant des frais professionnels que vous allez reprendre donc dans cette déclaration fiscale. Mais là, vous ne récupérerez pas la TVA du concurrent dans ce cas-là. Mais donc, les deux sont possibles. Et donc, en fait, c'est un problème qui n'est pas lié à l'usage de PayPal. Ça se gère comme avant, en réalité. Voilà. On a un chouette challenge lancé par Chantal, Eric. Ah, Voilà, alors Chantal, elle a un commerce, elle est déjà sur PayPal, elle doit facturer à une administration communale des bons cadeaux. voilà. La ville a émis lors d'un concours. Et, Alors, et donc, elle se demande un petit peu comment fonctionner au milieu de cette situation. absolument. Donc, les administrations communales doivent être sur le réseau PayPal maintenant. Donc, c'est partie des obligations, justement, de la mise en conformité, de la transposition, en fait, donc la législation de la directive européenne pour les pays. Toutes les administrations, en fait, dans les pays doivent être présentes sur le réseau PayPal. C'est déjà le cas, notamment pour la Flandre. Hein. C'est le cas, par exemple, des administrations luxembourgeoises aussi. Et la Wallonie, mais ça démarre. Là, normalement, depuis le 1er janvier, donc toutes les administrations sont censées être présentes sur le réseau PayPal, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est compliqué. Et donc, se pose la question donc, de l'identifiant PayPal, de retrouver en fait hein, cette administration sur le réseau. Donc, et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait, quand vous vous identifiez sur le réseau PayPal, eh bien, vous recevez un identifiant qui, pour les assujettis belges, est 0208, 2 points, numéro de TVA. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour certaines administrations. Parfois, il y en a hein, qui ont un numéro d'entreprise, et donc c'est aussi voilà, un identifiant semblable, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, chaque pays a son préfixe identifiant et sa nomenclature. Bon, partant de là, les administrations communales sont censées avoir un identifiant, s'être voilà, identifié sur les plateformes et être capable de vous transmettre son identifiant PayPal. Et donc, vous pourrez leur demander, tiens, vous êtes sur PayPal, c'est quoi votre identifiant PayPal? Votre adresse mail PayPal, hein, c'est voilà, c'est pas une adresse mail, hein, mais c'est l'adresse PayPal. Et donc vous pouvez donc leur demander, tiens, est-ce que vous êtes bien sur le réseau PayPal? Donnez-moi votre identifiant PayPal. Auquel cas, dans votre fiche client, dans votre logiciel de facturation, donc PayPal, vous serez en mesure de retrouver cette administration et de lui envoyer cette facture si votre applicatif le permet bien, si c'est bien configuré. Alors, Nicole n'a pas de déclaration TVA à faire puisqu'elle est au régime de la franchise. Et 25 000 euros maximum. Hein. elle n'a d'ailleurs jamais récupéré de TVA et donc elle est en personne physique, elle n'est pas en Tout à société. fait. Donc ça, c'est typique. Donc peut-être je vais rappeler ce que c'est que le régime de la franchise. Le régime de la franchise TVA, donc si vous êtes un assujetti à la TVA et que vous faites un chiffre d'affaires de moins de 25 000 euros par an, ben vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration TVA, vous n'êtes pas obligé de faire donc des factures. Enfin, si vous devez faire des factures avec votre numéro de TVA, des vraies factures, mais vous n'êtes pas obligé de faire ces déclarations TVA. Et donc, en fait, la législation vous impose d'utiliser PayPal pour l'envoi et la réception des factures entre assujettis TVA. Donc, si vous êtes au régime de la franchise, vous faites moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires par an et que vous devez envoyer une facture à un autre assujetti TVA, quel qu'il soit, qu'il soit au régime de la franchise ou pas, eh bien, vous devez utiliser le réseau PayPal pour faire l'envoi de ces factures. Et donc, si vous recevez, vous, des factures d'électricité, de téléphone ou que sais-je d'autre, donc, donc vous recevez ces factures d'autres assujettis TVA, mais vous devez être en mesure de les recevoir par le réseau PayPal, donc vous devez être présent sur le réseau PayPal. Quoi. Donc voilà. Donc on a, voilà, typiquement, on pourrait imaginer un artisan qui réalise des produits de vente sur marché. Eh bien, quand on fait des ventes à des clients particuliers sur un marché, on fait des petits tickets et ce sont des ventes comptoirs. Et dans ce cas, on n'émet pas de facture vers des assujettis de TVA, on n'émet pas de facture en réalité. On émet juste des tickets de vente, des tickets de caisse. Et donc, par contre, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'être capable d'émettre de factures sur le réseau PayPal puisque vous n'en émettez pas.
Par contre, vous devez être en mesure de recevoir vos factures, donc vos factures de téléphone, d'électricité, vos factures de fourniture ou que sais-je d'autre. Vous devez être présent sur le réseau PayPal. Et donc ça, c'est une obligation à laquelle vous êtes soumis depuis le 1er janvier 2026, quoi. Donc, y compris dans le cas du régime TVA. Merci Eric. Je te propose de peut-être partager la petite vidéo explicative pour reclarifier peut-être auprès de personnes qui nous auraient rejoints en cours de route le chemin de vos factures via PayPal à partir Oui, d'aujourd'hui. c'est l'idée qui est derrière ça, hein, c'est de faire une comparaison avec l'envoi d'un email. Donc on imagine qu'on est donc un émetteur et un destinataire. Je veux émettre une facture à quelqu'un et donc ce qui se passe, c'est que j'ai d'abord mon émetteur, donc admettons que ce soit moi, je souhaite émettre une facture donc à un client et mon logiciel, admettons par exemple Dockel et j'ai pris l'option qui permet d'envoyer les factures sur le réseau PayPal avec Dockel. Et donc, à un moment donné, je rédige ma facture et j'appuie sur le bouton envoyer. La première chose que le système fait, c'est qu'il va interroger le fournisseur de services Dockel pour savoir si le client, le destinataire, est bien présent sur le réseau. Donc, on n'envoie pas une bouteille à la mer. On envoie sa facture à son fournisseur de services et son fournisseur de services vérifie si le destinataire est bien toujours enregistré sur le réseau, mais en capacité de recevoir cette facture, auquel cas le logiciel donne l'information immédiatement pour dire oui, il est bien sur le réseau ou non, il n'est pas sur le réseau. Et là, s'il est bien donc présent sur le réseau, dans ce cas, votre logiciel envoie immédiatement la facture à son fournisseur de service. Son fournisseur de service l'achemine jusqu'au fournisseur de service du destinataire. Donc à ce moment-là, le fournisseur de service du destinataire héberge la facture le temps que le destinataire aille relever sa facture, un peu comme un email. Donc, une fois qu'il a récupéré sa facture avec son logiciel de facturation qui est voilà, autre que celui de l'émetteur, eh bien, la facture est réceptionnée et un accusé de réception est envoyé en retour dans le logiciel de l'émetteur. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas une plateforme de stockage, c'est un réseau de transit. Donc, on fait transiter de l'information, on fait transiter un fichier. Et ce fichier, c'est un fichier XML, et cet XML, c'est la facture originale que vous êtes censé conserver à tout le moins minimum 7 ans, voire plus si c'est un bien amorti plus longtemps. Donc, en termes informatiques, une conservation de fichier pendant 7 ans, c'est long. Hein. Et donc, c'est la facture originale. Donc, il n'est pas question d'aller imprimer le contenu de ce fichier XML pour le mettre dans une farde, hein, parce que c'est plus l'original. Hein. Et donc là, l'administration peut vous refuser votre facture ou être recalée. Hein. Donc, on a eu des cas comme ça où un client imprimait ses factures PayPal et puis le mettait dans une farde et il disait, ben voilà, elles sont sauvées, mes factures. Mais non, en fait, c'est le fichier XML qu'il faut conserver et certainement pas donc, les imprimer. Donc, la conservation du fichier est très importante. Et là, je ponctue avec le fait que justement pour les paramédicaux et d'autres métiers qui souhaitent faire de la conservation, Dockel, c'est une bonne solution parce qu'ils ont cette vocation conservatrice et de gestion documentaire, notamment avec certains documents bancaires voilà, et d'autres. Oui, et ça, c'est une fonction que toutes ces plateformes qui se connectent à PayPal ont. Pas nécessairement. Donc, on doit être attentif à cela quand on fait notre choix. Donc là, j'ai quand même rappelé un élément important sur le GDPR. Hein, donc, c'est le règlement de la protection des données qui est également d'application depuis 2019 en Belgique. Donc, en tant qu'entrepreneur, on est censé quand même protéger nos propres données et savoir où elles sont hébergées. Et dedans, il est indiqué notamment qu'on ne peut pas les héberger ailleurs qu'en Europe. On ne peut pas stocker ces données comptables sur un serveur aux États-Unis. Hein, c'est interdit, ça. Hein. Et donc, ce que vous devez quand même être capable de faire, c'est savoir où sont vos données et prendre des précautions raisonnables. Et une précaution raisonnable, c'est avoir une copie de sécurité. Et donc, même si on a nos données qui sont présentes sur Dockel, ce qui est quand même pas mal, c'est de télécharger ces fameux fichiers XML une fois par an pour en avoir une copie. Ou et les transmettre à son comptable pour qu'il les stocke pour vous. Donc, cette question de la conservation est quand même importante. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme important
depuis le 1er janvier 2026. Avant, on pouvait imprimer et stocker des fardes. Maintenant, c'est terminé, on ne peut plus. Le législateur exige de vous que vous conserviez le fichier XML, donc de savoir où il est et de prendre le minimum de précautions, des précautions raisonnables, comme au moins faire une copie de sécurité, quoi. Donc ça, c'est quand même un gros changement, hein. Ok. On a une question un peu intrigante de Nicole qui nous dit qu'elle a eu voilà, une aventure sur le plan privé, un accident de voiture, et que l'assureur lui a dit, puisque vous avez un numéro de TVA, je vais vous envoyer par PayPal euh, une facture. Je ne comprends pas très bien, Nicole. Donc effectivement, l'auto-école, est-ce que c'est avec cette auto-école que vous avez eu l'accident? Et ça, c'est vraiment très particulier puisque c'est plutôt à voir avec les assurances pourquoi ça vous arriverait plutôt côté professionnel ou côté privé. De toute façon, à partir du moment où ils utilisent le numéro de TVA, ben, ils vous le transmettent à vous en tant que personne professionnelle, quoi, hein, donc en tant qu'assujetti TVA. Donc un principe aussi général, c'est qu'à partir du moment où on émet une facture vers un tiers, cette facture est censée se retrouver dans la comptabilité, même si elle est contestée. Et on est censé à un moment donné obtenir une note de crédit et l'annulation de cette facture si elle n'est pas légitime. Mais à partir du moment où elle est émise, vous êtes censé la retrouver dans la comptabilité telle qu'elle, quitte à ce qu'elle soit contestée, quoi, en fait. Donc la question est de savoir si c'est bien à l'assujetti TVA ou à la personne physique, à la personne privée que ce document devrait être envoyé. Voilà, ça c'est plus un problème peut-être juridique ou un problème à voir avec un comptable, mais en Voilà. tout cas la règle c'est voilà. L'objectif de PayPal, c'est de l'échange professionnel Oui, tout avant à toute fait. chose, hein, comme vous l'auriez fait en Non. version papier, en fait, Oui. ou autre, hein. Mm. Ce qui est intéressant peut-être aussi à ce stade-ci, c'est d'aborder la question des statuts des factures. Donc, à un moment donné, vous recevez cette facture par le réseau PayPal. Cette facture, bien, a un statut, et on l'a vu, hein, on a vu dans la petite vidéo, l'accusé de réception. Cet accusé de réception indique que le destinataire a bien reçu. Mais on peut affubler un second statut à cette facture. On peut lui soumettre un deuxième statut qui est le business status. Tous les logiciels ne permettent pas encore de traiter, d'exploiter ce statut, mais il y a 7 ou 8 statuts différents, dont facture payée, facture contestée, demande d'informations complémentaires et d'autres, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant par rapport au traitement de la facture et cette question de savoir ce que j'en fais ou non, quoi, en fait, hein. Voilà. Voilà. Je te laisse, Eric, regarder peut-être les précisions que Nicole vient de partager avec nous. Mais je pense que là, on est vraiment. Oui, c'est un truc très spécifique, Parce que plus privé en couple que effectivement, professionnel. vous devez vous Ouais. définir où avez-vous mis la limite entre le privé et le professionnel. Oui, oui. Voilà, un petit peu Un cas comme particulier, oui, voilà, effectivement. quand on entre un ticket de restaurant en frais, est-ce qu'on a vraiment été avec des collègues ou est-ce qu'on y est allé pour la Saint-Valentin? C'est un peu à vous à probablement définir. Et le ticket restaurant, c'est intéressant parce que, donc en fait, on a un restaurateur, un établissement qui est assujetti à la TVA et je vais consommer un repas d'affaires. Je reçois toujours une souche TVA, c'est une, exemple, enfin, une exception. Donc la souche TVA est toujours d'application, est toujours déductible, vous pouvez toujours la scanner et la soumettre à votre comptable, rien ne change. Mhm. Alors, on a une réflexion aussi intéressante de Chantal par rapport à cette limite privée-professionnelle. Chantal, vous avez été effectuer un achat dans un magasin et probablement que ce magasin avait vos coordonnées d'entreprise et Oui, vous a envoyé une facture privée dans votre comptabilité professionnelle. Donc, moi, personnellement, je précise bien quand je fais un achat comptoir, si je souhaite une facture professionnelle ou si je souhaite un ticket privé, et je le précise oralement. Je leur oui, demande de bien vérifier qu'on est sur mon compte privé dans ce tout à cas-ci. fait. Tout à fait, oui. Disons que, je vais dire, avant le 1er janvier, il fallait bien spécifier qu'on voulait sa facture professionnelle. Et maintenant, en fait, ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire que maintenant, il faut bien spécifier qu'on veut du privé, parce qu'on a tendance à vite passer par PayPal pour envoyer les documents, quoi, en fait. Ça a tendance à se faire automatiquement, hein.
Et donc, si on veut revenir en arrière, Eric, sur PayPal, comment ça va se passer? Par exemple, cette facture qui a été émise vers une activité d'indépendant alors que c'était un achat privé, comment ça va se passer? Donc, si elle est bien assujettie à la TVA, s'il y a bien un numéro de TVA dessus, ben elle rentre dans la déclaration TVA. Et donc ça, vous ne le voulez pas. Donc il faut l'annuler. Et pour ça, il faut demander une note de crédit et puis redemander un ticket de caisse ou une vente privée. Mais donc, voilà, à partir du moment où vous recevez une facture, cette facture, elle est éligible au terme de la TVA, elle doit être dans votre déclaration TVA, elle doit être reprise dans votre comptabilité. Ça Et fait elle partie de est la tracée. législation, c'est des obligations en fait qui ne sont pas liées à PayPal. Hein. L'original, il doit être dans la compta, enfin, c'est tout quoi. Et elle est tracée aujourd'hui, cette facture. En plus, Donc, comme tu le disais, Eric, attention, si vous avez émis une facture et que vous souhaitez faire une modification dans cette facture, ou si vous avez reçu une facture d'achat et qu'elle n'était pas correcte, ou comme dans ce cas-ci, n'aurait pas dû arriver dans la comptabilité professionnelle, il faut passer par la note de crédit pour qu'elle oui. s'annule. Et la PayPal va alors voir passer la note de crédit, Eric. Et ça neutralise en fait la facture dans la comptabilité. Donc on reçoit un document, un deuxième fichier XML qui est à nouveau en original. Hein. Donc l'obligation hein, depuis le 1er janvier donc, est pour les factures et les notes de crédit. Et donc, en fait, on va se retrouver avec une note de crédit qui annule la facture, et puis alors, il faudra réémettre une créance, donc, avec la vente comptoir, la vente privée, d'autre part. Quoi. Merci beaucoup, Eric. Ça fait Et déjà pas mal d'intensité et de questions posées auxquelles tu as pu répondre. On a encore devant nous une dizaine de minutes hein, pour vous épauler dans ce pas vers la facturation électronique. Donc, n'hésitez pas à nous poser davantage de questions. Je vous ai déjà en parallèle lancé une petite enquête de satisfaction sur cette soirée passée ensemble pour qu'on puisse encore et toujours s'améliorer et ajuster les prochaines sessions. Hein, donc, d'une part, je l'ai évoqué tout à l'heure sur le site du SNI, hein, par lequel vous vous êtes inscrit à cette soirée, vous pouvez aller revoir les webinaires qu'Eric a donnés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire, c'est une session de questions-réponses, mais Eric a donné à plusieurs reprises des webinaires où vous avez vraiment un contenu bien détaillé. Mais je pense, Eric, que de toute façon, un support va être envoyé à tous les participants de ce soir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, après une bonne nuit de sommeil, de nouvelles questions qui apparaissent, on est encore avec vous quelques, plus beaucoup, quelques lundi et jeudi jusqu'au 2 mars. Hein. Le 2 mars, ce sera la dernière date. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre une seconde fois si vous avez de nouvelles questions. Et avant de peut-être faire un rappel des principaux éléments sur la facturation électronique, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions, même très particulières, très précises. Vous avez vu, Eric n'a peur de rien, il répond à tout. Et donc vraiment, n'hésitez pas. Je passe en revue pour m'assurer de ne rien avoir oublié, mais je pense qu'on a pu tout exprimer. Caroline, n'hésitez pas à demander à votre comptable ce qu'il utilise ou elle utilise comme plateforme, comme logiciel pour peut-être s'aligner et faire le même choix d'outils, ce qui facilitera aussi les échanges entre vous. Et puis surtout, c'est un changement. Comme tout changement, on est un peu frileux, mais une fois que vous aurez passé le pas, on peut vous assurer, c'est assez fantastique comme système et ça va vraiment vous faciliter votre gestion quotidienne administrative et comptable. Oui, donc voilà, pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui sont assujettis à la TVA, donc hein, notamment même ceux qui sont en régime de la franchise, faites-le de toute urgence. Hein, donc si vous hésitez, si vous ne savez pas, faites-le sur une plateforme simple et facile comme Dockel. Ça va vous prendre 5 minutes. Et là, vous êtes présent sur le réseau. En plus, Dockel sert également pour des documents bancaires et d'autres choses. C'est pratique, c'est facile. Vous avez la question de la conservation qui est résolue là-dedans et vous vous mettez en conformité avec le législateur. Quoi. Ça, c'est très, très urgent. Hein. Donc, ceux qui n'y sont pas, je vais dire avant la fin du webinaire, tapez dans Google Dockel, hein, D-O-C-C-L-E,
C'est belge, c'est fiable, ça tient la route. Donc vous y allez et c'est résolu. Vous avez l'esprit tranquille dès aujourd'hui. Ça coupera l'herbe sous le pied à tout contrôleur, je vais dire, un peu difficile qui vous chercherait des ennuis, quoi. Et de nouveau, un parallèle avec quelque chose de plus connu, et c'est rassurant. Vous avez un numéro de téléphone et vous choisissez un opérateur téléphonique pour pouvoir appeler. Et cet opérateur téléphonique, vous pouvez décider en cours de route de changer d'opérateur. Donc, comme le dit Rick, lancez-vous, prenez une plateforme facile d'usage, simple, et puis si dans 3 mois ou dans 6 mois, vous vous rendez compte que vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le sujet, avoir plus de fonctionnalités, etc., vous pourrez changer de plateforme. On a, Eric, une question de Jean Oui. qui est courtier, qui a un numéro d'entreprise. Il nous dit que s'il reçoit une facture dans Dockel, il ne pense pas devoir faire une déclaration à la TVA. S'il est assujetti à la TVA, donc il ne faut pas confondre avoir un numéro d'entreprise et un numéro de TVA aussi, hein. Parce que vous pouvez avoir un numéro d'entreprise qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc vous êtes inscrit à la banque Carrefour et puis alors après, vous devez aller vous enregistrer à la TVA pour donc être assujetti à la TVA et auquel cas faire les déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles. Donc, ça, premier point. Donc, il se peut que monsieur ne soit pas assujetti à la TVA, mais qu'il ait bien un numéro d'entreprise. Ce qui fait qu'on peut s'inscrire avec un numéro d'entreprise sur PayPal et être capable de recevoir donc des factures et d'en émettre par le réseau PayPal sans être assujetti à la TVA. Hein, donc, c'est possible. Maintenant, si monsieur est bien assujetti à la TVA, ben, probablement, il doit émettre ses déclarations TVA, et donc cette facture doit être prise dans sa comptabilité, hein, donc pour traiter cette facture au terme de la TVA comme il se doit, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, ou Jean, vous qui avez écrit cette, cette question, vous pouvez réagir aussi à la réponse d'Éric Oui, il n'y a pas de souci, hein, et reclarifier si vous avez bien, si vous êtes bien un assujetti à la TVA ou pas. oui. Et plus généralement, hein, je dirais que outre la question d'être assujetti TVA, mais qui, pour les personnes qui ne seraient pas encore enregistrées sur le réseau, il y a aussi d'autres personnes, donc par exemple dans le secteur médical, qui pourraient être exemptées. Je trouve que c'est intéressant de le faire aussi, de s'inscrire sur le réseau et d'être présent donc sur PayPal, aussi pour rester en contact avec l'évolution digitale. Donc, on parle régulièrement du fossé digital, fossé numérique, décrochage numérique. C'est quelque chose qu'on retrouve hein, dans le milieu professionnel également. Et il faut savoir en fait que le réseau PayPal, la facturation électronique, est intimement lié avec les évolutions technologiques liées à l'intelligence artificielle. Donc, le fait d'avoir une facture structurée, donc qui est bien formatée, les intelligences artificielles vont avoir facile de travailler dessus. Et donc, on fait déjà chez nous des traitements impressionnants sur ces factures pour créer des documents automatiquement, pour en lire le contenu, pour en exploiter le contenu, pour faire des calculs de prix de revient, pour faire générer des factures automatiquement, pour faire des contrôles sur entre les bons de commande et les factures. Enfin, on sera dans le futur aussi à même d'envoyer d'autres documents que des factures. On pourra envoyer des bons de commande, des bons de livraison, des offres par le réseau PayPal. Et ça, on pourra également faire travailler de l'AI dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perspectives d'évolution sur ces technologies, si bien que si vous hésitez à vous mettre sur ce réseau, eh bien, c'est une raison de plus pour y aller, pour, je vais dire, mettre le pied à l'étrier dès le début, parce que les évolutions dans les mois et les années à venir vont être colossales sur les échanges en affaires, en business, en facturation, en échanges commerciaux. Ceux qui ne seront pas sur le réseau PayPal vont être en décrochage. Donc, c'est intéressant, je vais dire, socio-économiquement, et puis intéressant également pour ne pas être en décrochage, je vais dire, sur la question digitale en général. Et donc, imaginez dès demain, vous allez faire un achat, on vous envoie directement sur votre plateforme sélectionner votre facture, plus besoin de la scanner,
de la réenvoyer par mail à votre comptable, de la renommer, de la stocker dans un dossier. Tout ça, c'est fini. Vous avez fait un achat et ce document va aller se placer seul au bon endroit, dans des bonnes conditions de sécurité pour ce stockage de 7 années d'administratif que nous devons garder à disposition pour d'éventuels contrôles. Et vous allez vraiment avoir un quotidien allégé. Donc, c'est un premier pas à franchir pour vraiment beaucoup d'avantages derrière. Et je peux vous assurer que les quelques euros que coûtent ces abonnements à ces plateformes, oui, il y a quelques euros à sortir chaque mois, mais vous allez le récupérer en temps et en énergie, ça c'est certain. Oui. On peut parler de deux cas aussi intéressants, hein. C'est ces téléchargements de factures sur les plateformes de gaz, d'eau et compagnie, où c'est plus nécessaire, les factures arrivent toutes seules. Amazon, hein, ce genre de grands leaders. Oui. Et puis alors, on a le cas des GAFAM, hein, donc Amazon et compagnie, où là aussi, ils sont maintenant obligés d'être assujettis dans chaque pays européen. Et donc, on reçoit ces factures automatiquement et dans un format intelligible, compréhensible et systématique, hein. Donc, tout ça, c'est des cas de factures qui nous font perdre du temps chaque année ou faire perdre de l'argent parce que finalement, on ne retrouve pas les documents et le comptable elle les met en compte courant plutôt que de vous les mettre en charge correctement parce qu'il n'y a pas le justificatif, parce qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus. Tous ces problèmes-là sont résolus, quoi, hein. Donc, même si c'est pas absolument obligatoire, si on est par exemple dans l'article 44 ou si on n'est pas assujetti, mais qu'on a une activité professionnelle quand même, ou pour des ASBL, c'est certainement très 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 utile de le faire. Donc, il faut foncer. Voilà, eh bien, on va tout doucement clôturer cette session. Donc, je souhaiterais remercier une dernière fois pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas entendu en début de session. Si cette soirée a pu avoir lieu, c'est grâce au soutien du SNI, le syndicat neutre pour indépendants, mais également grâce au soutien de Digital Wallonia, de l'Agence du numérique. La Wallonie, bien sûr, accompagne aussi cette démarche. Merci Eric pour ton expertise toujours aussi pertinente. Vous pourrez donc revoir des webinaires via le site du SNI. Vous allez aussi recevoir dans la foulée de ce webinaire, de cette session de questions-réponses, quelques documentations. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui apparaissent, à écrire un mail au SNI et poser votre question. Et puis, nous serons encore là, en tout cas, Eric sera encore là, les prochains jeudis et lundis. Si vous souhaitez à nouveau poser quelques questions les plus particulières soient-elles, nous y répondrons. Voilà, ce sera avec plaisir. Merci à ceux et celles qui ont eu l'occasion de répondre à l'enquête de satisfaction. Il vous reste 2-3 minutes si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci Caroline, Marion, Chantal, Annie de nous avoir rejoints ce soir. Merci Jean, merci Aurélie, merci Nicole qui a bien alimenté de questions cette session. Et ben voilà, on espère que dans quelques instants, vous serez... allez, on va vous laisser 24 heures, on va être sympa, que dans 24 heures, vous aurez choisi une première plateforme, un premier logiciel, franchi un premier pas. Et puis ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours changer d'outil si vous le souhaitez dans les prochains mois. Mais faites ce premier pas, on vous encourage vraiment. Eric, je te laisse le mot de la fin. Mais écoutez, enfin, comme j'ai déjà dit, faut pas hésiter, il faut le faire rapidement. C'est clair qu'avec les évolutions qui sont devant nous, plus vite vous familiariserez avec ces logiciels de facturation et de gestion, ben, plus facile ce sera de suivre ce qui va arriver. Euh, c'est clair qu'en plus c'est intéressant parce que c'est une manière de rester en contact aussi avec l'évolution technologique et en particulier avec les évolutions liées à l'intelligence artificielle. Hein, donc on a vraiment de gros progrès, une grosse intégration, hein, parce que on sait qu'aujourd'hui vous devez vous mettre sur ChatGPT par exemple pour poser vos questions, mais demain ChatGPT sera à l'intérieur de vos logiciels, quoi. Et donc il faut absolument avoir des outils de gestion qui permettent d'exploiter cela.
plus vite vous choisirez un outil, mieux ce sera. Voilà, pour vous adapter. Voilà. Merci Eric, merci encore à tous les participants, merci au SNI et on vous souhaite une excellente semaine et bon passage à la facturation électronique. À bientôt. Au revoir.